messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de 19h45 sur votre chaîne de télévision. Tout de suite, les titres de votre journal. Et à la une de l'actualité, crise socio-politique dans les régions dites anglophones du Cameroun. Un général des combattants séparatistes neutralisé par les forces de défense camerounaises. Il s'agit d'Agbor Oscar Keng, alias Daigman. Le général a été interpellé cet après-midi par les forces de défense camerounaises. Et toujours ce vendredi, on parle d'un incendie déclaré au groupement de gendarmerie. Les précisions dans ce journal. Et on parle aussi des manifestations pacifiques dans la ville de Boya, située dans la région du sud-ouest Cameroun. Les jeunes femmes et filles, population exprimaient leur ras-le-bol après plusieurs mois sans électricité dans cette localité. Cette population a pris la direction de la sous-préfecture de la ville. Compte rendu dans un instant. Voilà pour les titres de votre journal. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous renouveler votre confiance dans le cadre de 19h45. Et nous voulons annoncer en titre crise socio-politique des régions dites anglophones, un nouveau général des combattants séparatistes neutralisés par l'armée camerounaise. Il s'agit d'abord Oscar Keng, alias général d'Allemagne, qui a été neutralisé ce vendredi 16 octobre 2020. Et nos reporters Jean Gemayena nous annoncent qu'un incendie a été déclaré dans la gendarmerie de groupement de l'armée dans cette partie du pays. Les précisions dans ce reportage. Des flammes au groupement de gendarmerie de Hope Station à Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun. L'incendie qui s'est déclaré dans l'après-midi de ce vendredi 16 octobre 2020 dans cette unité de l'armée camerounaise a réduit en cendres une bonne partie des installations. Toujours cet après-midi du vendredi 16 octobre 2020, l'armée régulière a mis la main sur un redoutable gang des combattants séparatistes pilotés des mains des maîtres par un certain Agbor Oscar Keng, alias Général Daigman, qui a été neutralisé à Liébialem, dans la région du sud-ouest, et dans la foulée, plus d'une dizaine d'otages, au rang desquels un prêtre a été libéré dans les mains des captifs. Un autre général de guerre des groupes armés séparatistes neutralisé par les forces de défense après Ayeke il y a quelques jours dans la bande du grand patron Phil Marshall qui court toujours. Et après la région du nord-ouest, cap sur la région du sud-ouest, les deux régions en proie à une crise socio-politique depuis près de 4 ans. Et cette fois-ci, ce sont des jeunes femmes et filles qui se sont levées comme un seul homme pour manifester. Celles-ci réclament de meilleures conditions de vie. On parle de coupure intempestive de l'électricité dans cette partie du pays depuis près de 2 mois. Elles ont pris pancarte en main et arbre de paix la direction de la sous-préfecture. Une fois de plus, Jean Jamayenne. Une marche pour le retour de l'électricité initiée par les femmes, mères, filles et épouses du quartier Mukunda dans la ville de Boya, région du sud-ouest. Voilà 2 mois déjà que ces femmes au foyer sont sans électricité après plusieurs tentatives des chefs de quartier, forces vives de Mukunda, pour remédier à la situation. Rien n'est fait. Elles ont décidé ce jour, arbre de paix en main, de battre le macadam pour se rendre chez le sous-préfet de la localité. Ce dernier, après une concertation avec les responsables des NEO, a pris la parole pour annoncer que les choses reviendront dans l'ordre
dans les tout prochains jours. C'est sur ces entrefaits que le responsable d'Eneo a présenté la situation et a essayé de justifier les raisons de cette coupure d'électricité qui dure depuis 2 mois, ce qui n'a pas semblé rassurer ces Amazones d'un autre genre. Les marcheuses sont reparties en promettant de revenir de plus belle si les promesses de retour de l'électricité dans le quartier Mukunda à Buea ne sont pas tenues. Et on espère que l'électricité reviendra dans la région du sud-ouest Cameroun. Cette fois-ci, nous nous rendons à Douala, dans la région du littoral, à Douala 2e, cet arrondissement où on a failli virer au drame ou un verdict populaire, expropriation qui a tourné au drame au quartier Bonapriso. Nos reporters Jean-Germain Yenna et Siewé Landry Siewé sont descendus sur le terrain. Voici le compte rendu des faits. Des échauffourées ce vendredi matin au quartier Bonapriso, lieu dit ancien dépôt Guinness à Douala. Ces gens-là ne vont rien casser ici. Les gens qui sont engagés n'ont pas de papier, mais ces gens étaient payés. Mais les gens qui disent on est tous pensés de tous et on vient les appeler un matin pour les casser, ils ne vont rien casser ici. On va se rouler au sol. 3 milliards, 3 milliards de projets. Venu mettre en exécution une décision du maire de la ville de Douala qui consiste à démolir les maisons d'habitation et toute autre installation érigée sur ce périmètre déclaré d'utilité publique pour la construction d'une voie de contournement. 6 au niveau de la rue 2.353. Les éléments de la police municipale avaient alors en face les occupants des dites maisons où des croix de Saint-André ont été apposées, farouchement opposées à cette expropriation arbitraire. Plus tard, on nous a présenté un autre interlocuteur en la personne cette fois-ci du délégué régional de l'habitat, qui nous a tenu un discours séduisant, qui nous a dit qu'on fera avec les distances qui existent déjà, qui ne comprend pas pourquoi on doit casser les populations. Et on lui a réitéré nos remerciements par rapport au projet, pas par rapport à la réduction des distances. Et il était question qu'on se retrouve à nouveau le 29 septembre. Il nous a dûment convoqués par WhatsApp, parce qu'il a même créé un groupe WhatsApp. Voilà. Ça s'appelle Riverain de la rue 2.353. Nous nous sommes donc retrouvés dans son bureau et le discours a complètement changé. Il a dit ceci: faites confiance à l'État, démolissez et puis on vous indemnisera après. Je me souviens bien de ce que je lui ai dit ce jour-là. Monsieur le délégué, le philosophe Nietzsche a dit que l'État est un monstre froid qui ment froidement. Vous ne pouvez pas nous dire que c'est une DUP, une déclaration d'utilité publique, sans nous présenter même l'arrêté d'expropriation. Il y a des préalables, monsieur le procureur. Ce jour-là, à l'issue de la réunion, j'ai demandé au délégué, monsieur le délégué, que devons-nous donc retenir au sortir de cette réunion? Il dit, mon départemental qui est là viendra faire des évaluations. À ce jour, nous n'avons jamais vu ce départemental. Au contraire, pendant qu'on était en réunion, il a envoyé marquer nos maisons à nouveau. Convaincu que ce projet du gouvernement viendra à coup sûr améliorer les conditions des riverains et résoudre l'épineuse question des embouteillages à Douala. Toutefois, ces propriétaires des maisons dénoncent le non-respect de la loi en matière d'expropriation. Mais nous avons tout simplement demandé que la loi soit respectée. En l'occurrence, l'article 545 du Code civil qui prévoit que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique
et moyennant une juste et préalable indemnité. Voilà notre propos qui a été constant. Nous demandons à être indemnisés au préalable. Il y a des préalables en matière d'expropriation. On prend un arrêté, on fait des évaluations contradictoires. Contradictoires, j'insiste là-dessus. On ne peut pas évaluer un bien en l'absence du propriétaire des biens. Et plus tard donc, on apprête les indemnisations. Lorsqu'elles sont accomplies, on procède aux démolitions. Le juge des référés est descendu ici hier pour constater ce qu'il appartiendra selon la formule consacrée. Et l'affaire revient à l'audience de lundi à 14h pour exécution de cette mesure avant d'y droit. Donc, à ce jour, monsieur le procureur, nous n'avons aucun document de l'administration nous indiquant que la zone est déclarée d'utilité publique, que les indemnisations vont précéder les démolitions. Alors, lequel de nos voisins s'est préparé pour démolir en attendant les indemnisations? Même si on a une grosse épargne, monsieur le procureur, il y a d'autres priorités. Nous sommes à une période de rentrée scolaire. L'argent qu'on a, c'est pour les enfants. Ce n'est pas pour subir les assauts de l'État. Et au moment où nous allons sous presse, cet après-midi du vendredi 16 octobre 2020, les engins lourds de la mairie de la ville de Douala n'avaient toujours pas engagé les travaux de démolition sur le terrain au quartier Bonapriso. Et c'est donc une affaire à suivre avec nos reporters Jean Jamayena et Landry Sieoui. On s'intéresse à la rentrée scolaire 2 semaines après. Le constat fait par nos reporters depuis la région de l'Ouest Cameroun, dans la ville de Boula, principalement dans l'arrondissement d'Ekoulé, c'est que plusieurs enfants n'ont pas encore reçu des cours. On parle des enfants qui reçoivent des cours à même le sol, d'autres ont des bancs sans table et certains sont obligés de jouer le rôle de l'enseignant, comme le précise ce reportage de Rostand Difo. Ne dit-on pas que l'école est un lieu de connaissance, de sagesse et le meilleur moyen d'apprendre? Cette théorie ne s'applique pas pour les élèves de l'école publique dans l'arrondissement de Galim. Ici, l'école est devenue un calvaire. Les élèves, une semaine après la rentrée des classes, se retrouvent pour certains en train de faire le ménage, reclasser les tables bancs ou tout simplement jouer le rôle de l'enseignant qui est absent. Les classes ici n'ont ni porte ni fenêtre, les feuilles de tôle et la charpente ont été violemment séparées par les coups de vent et pour les salles des classes qui sont couvertes, perforées par endroits. Les murs sont fissurés, détruits, des herbes poussent à même le sol dans les salles des classes où des élèves s'apprêtent à recevoir des cours. Les tables bancs sans protection subissent les foudres de la chaleur et de la pluie. Difficile de regarder ces images à l'ère de la modernisation, des avancées de la technologie et voir que les écoles camerounaises sont dans des états de délabrement avancé, voire des destructions programmées. Une école dans les résultats. Bon, nous sommes vraiment très dépassés. On se demandait que si jamais à quelque part, c'est une malchance de la création de l'école que nous on ne sait pas. Parce qu'aujourd'hui même, on ne sait même plus comment on va faire parce que l'état de nos bâtiments, là, les enfants, tout est même déjà remboursé à cause des vents qui passent énormément. Donc les enfants même, présentement sont dehors. Là, vous voyez même. À quelques kilomètres de l'école publique de Galim, c'est l'école publique de Kelou qui nous accueille avec un visage hideux. Les salles de classe, les bancs, les tableaux non nettoyés affichent un visage piteux. Dans certaines salles de classe, les enseignants n'ont pas de table ni de chaise. Voici un banc destiné aux élèves qui sert de bureau à l'enseignant. L'école est dépossédée de ses murs, pas de distinction ni de séparation entre l'extérieur et l'intérieur. Ces élèves du cours élémentaire 1 et 2 n'ont pas de table. Ils sont obligés de tenir les ardoises ou d'écrire sur les genoux, regroupés parfois 7, 8 et 10 élèves par banc.
Malgré ces conditions précaires dans lesquelles ces élèves reçoivent les cours, ils sont toujours très nombreux à s'y rendre tous les matins, persuadés du fait que la réussite de tous passera par l'éducation. À chacun de jouer son rôle, aux autorités publiques de jouer les leurs. Méfiez-vous de moi, hein. Assez mon frère. Feu. Gueux. Rendons-nous à présent dans la ville de Bertoua, située dans la région de l'Est Cameroun, où nos reporters ont déposé valises dans les agences de voyage. Le constat fait est alarmant. Les toilettes continuent d'être payantes. L'effectivité de la gratuité de ces toilettes ne sont pas constatées ou respectées de ce côté, malgré la décision des autorités administratives et du ministre des Transports qui avait demandé que les toilettes publiques dans les agences soient gratuites. Les précisions dans ce reportage de Marie-Praxette Toulou et Babi Silelem. Au Cameroun, il est formellement interdit de débourser une somme dans les agences de voyage, aussi maudite qu'elle puisse être, pour faire usage des toilettes publiques. Cette décision du ministre des Transports Jean-Ernest Massénanga Lebibéré avait fait suite au meurtre d'un jeune gendarme à qui avait été refusé l'accès aux toilettes dans une agence de transport interurbain de la ville de Douala, simplement parce que ce dernier n'avait pas de petite monnaie. À la question de savoir si cette décision du numéro 1 des transports est appliquée dans les agences de la ville de Bertoua, région de l'Est Cameroun, les avis sont plutôt clairs. On nous exige encore d'argent. Et par exemple, même tout à l'heure, c'est parce qu'il n'avait pas de pièces sur moi qui m'a laissé entrer. Sinon, il pouvait même encore prendre 100 francs là-bas. Et dans toutes les agences que j'ai parcourues, cette nuit, on a exigé l'argent. À Yaoundé, quand même, on m'avait demandé 200. Que si c'est que je veux pisser, je donne 100 francs. Si c'est pour aller chier, je donne 200 francs. C'est ça. D'après plusieurs passagers, la gratuité n'est appliquée que lorsque le client du bus peut se défendre verbalement et ticket à la main. Passe au jeune contrôleur assoiffé de pièces d'argent qui, malgré l'interdiction du ministre, continue de chercher à estorquer aux clients quelques pièces d'argent, posant même souvent à des sanctions par les chefs d'agence. À l'effet de rassurer l'opinion nationale et bien évidemment le ministre des Transports, que les dispositions qui ont été prises concernant la gratuité des toilettes est effective dans toutes les agences de touristique à l'Est. À cet effet, juste après que la note soit, n'est-ce pas, tombée, nous avons pris toutes les mesures coercitives afin que ces dispositions, n'est-ce pas, suivent son cours, c'est leur cours. En fait, à Bertoua, nous avons des toilettes qui sont ouvertes aux passagers en transit parce qu'en principe, Bertoua pour touristique est une agence de transit, Garambla également, et voilà. Donc les toilettes sont ouvertes gratuitement. Une autre trompe d'agence, soi-disant incapable désormais de répondre aux charges d'entretien des toilettes publiques, ont carrément levé les mains. L'accès est gratuit certes, mais l'insalubrité, empreinte de saleté, dicte sa loi. Ici, seules les personnes au système immunitaire d'acier peuvent y accéder, ce qui, ma foi, ignore les responsables d'agence, décrédibilise l'établissement. Toutefois, pour une véritable effectivité de cette désormais loi, connue de tous, la clientèle est appelée à rester vigilante et à ne jamais accepter de débourser une modique somme pour avoir accès aux toilettes publiques. Les toilettes publiques dans les agences de voyage au Cameroun sont gratuites, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Et il faudrait que les différentes agences de voyage et propriétaires se conforment à cette réglementation du ministère des Transports. Et on s'intéresse à une autre information dans ce journal. Il s'agit de la Journée mondiale de l'alimentation, occasion de s'intéresser sur la manière dont les Camerounais se nourrissent. Et l'interrogation est pendue à la lèvre de plusieurs, aux lèvres de plusieurs Camerounais. Comment se nourrissent-ils? Bien se nourrir, voilà une interrogation qui suscite beaucoup de réactions et d'expressions. Et nos reporters Patrice Bonnet et Patrice Foucault sont allés à la rencontre de plusieurs Camerounais à la pause du midi. Certains d'entre eux profitent ou préfèrent les tournes d'eau au lieu des restaurants huppés et chics par faute de moyens. Je vous propose un reportage sur un après-midi d'un Camerounais. La nourriture est l'essence même de la vie et le fondement de nos cultures et de nos communautés. À Douala comme ailleurs, l'accès à des aliments sûrs, sains et nutritifs n'est toujours pas facile. Je pense que la nutrition dépend des classes sociales.
Mais si je dois apporter une appréciation globale, je dirais que les Camerounais en grande proportion ne se nourrissent pas bien parce que c'est une question de niveau de vie. Bon, dans les questions de bonne nutrition, j'y mets beaucoup des éléments liés à la qualité de la nutrition. Et la qualité de la nutrition dépend du niveau d'éducation, des classes sociales, de la culture aussi. Si l'accès à l'alimentation semble évident, l'économie pour sa part est un mirage. Bon, le gouvernement a fait quand même beaucoup d'efforts en matière de promotion de la politique pour pouvoir permettre l'accès à la nourriture pour tout le monde. Et dans ce sens, le Cameroun n'est pas un mauvais élève parce que en termes de disponibilité alimentaire, les statistiques sont quand même là pour le prouver. Il y a l'accès alimentaire. Maintenant, l'accès économique peut-être peut être discuté, mais en termes de quantité, le Cameroun est quand même un pays assez nanti. Maintenant, sur les questions liées à l'accès économique, il y a des problèmes de déséquilibre, parfois d'ordre je veux dire macroéconomique qu'il faut régler. Certains secteurs sont affectés par des problèmes de conjoncture. Par exemple, vous avez pris l'exemple de la tomate. Certains, c'est parce que c'est lié aux spécificités particulières de ces spéculations agricoles. Ce n'est pas toujours le cas avec les autres spéculations. Le panier de la ménagère est de plus en plus vide. Les denrées sont devenues tellement chères sur le marché, on ne parvient plus à s'en sortir. Le riz qu'on achetait 100 francs 75, c'est déjà à 150, 175, voire même 200. Donc, si tu veux le riz de 125, vraiment c'est le riz qu'on donne aux chiens, mais tout est devenu cher. La banane même qu'on vendait 8 doigts, les 12 doigts à 25. Aujourd'hui, tu achètes les mêmes 7 doigts à 200. Pour le nutritionniste et restaurateur Herman Kuchwanana, bien se nourrir est essentiel pour notre santé. Se nourrir pour être en santé et manger ce qui doit renouveler nos cellules et nous rendre un peu plus forts et avoir une longévité de vie. Mauvaise alimentation, aujourd'hui nous voyons beaucoup d'AVC qui se passent aujourd'hui. Vous voyez une personne, vous étiez là avec lui aujourd'hui et subitement le matin vous entendez que la personne est tombée et il a eu un AVC. Il y a surtout ça et vous entendez parler, vous voyez le taux de diabète qui s'élève, le taux d'hypertension qui s'élève. C'est à cause de la malnutrition. Une bonne alimentation doit avant tout être équilibrée. Je conseille en général, parce qu'il faut respecter ce qu'on appelle le petit déjeuner. Chez nous en Afrique, je peux conseiller la bouillie, par exemple de maïs. Ça peut être la bouillie de soja, ça peut être la bouillie de sorgho que nous avions ici sur place. Du haricot le matin, mais ce n'est pas trop conseillé. Le haricot peut aller au déjeuner, ça veut dire midi, parce que l'haricot c'est un élément très complet de la nutrition. Vous pouvez le manger et vous en passer même de la viande. Et le soir, on peut être dans des salades pour pouvoir laisser la digestion faire un bon travail durant toute la nuit. En ce jour où l'on célèbre la journée mondiale de l'alimentation, il est plus important que jamais de reconnaître la nécessité de soutenir ces héros de l'alimentation que sont les agriculteurs et les travailleurs de l'ensemble du système alimentaire national. Bien s'alimenter, c'est s'assurer aussi une bonne santé. C'est dans cette optique que le gouvernement camerounais a mis sur une campagne de vaccination contre le poliovirus sauvage et le cancer du col de l'utérus. À cet effet, le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, a organisé un point de presse dans son département ministériel pour inviter les parents d'élèves à faire vacciner leurs enfants. Un plan de vaccination qui rentre dans le calendrier établi par le gouvernement camerounais. Frédéric Motomé. La lutte contre la mortalité infantile. C'est une sortie du ministre de la Santé publique qui vote pour son pesant d'or au moment où des voix s'élèvent pour s'insurger contre les différentes campagnes de vaccination initiées par le gouvernement de la République. Les raisons profondes de ces insuffisances se trouvent dans les nombreux cas de refus enregistrés, pour la plupart dans les villes de Yaoundé et de Douala. Parmi les causes majeures de cette réticence à la vaccination figure certainement la pandémie à Covid-19, aux origines mal connues
qui a suscité et amplifié les rumeurs, des réticences et des soupçons portant sur la théorie du complot, le déni de la maladie, entre autres. Par ailleurs, la conduite des essais cliniques dans les pays développés en vue de trouver un vaccin a favorisé la méfiance à l'égard des vaccins et des services de vaccination, certainement. Cette prolifération des rumeurs est facilitée par le libre accès aux réseaux sociaux qui n'assurent pas toujours l'exposition des messages corrects sur la vaccination, favorisant ainsi l'émergence des groupes ou lobbies anti-vaccination. Tout en rappelant l'intérêt et l'importance de la vaccination, le docteur Manaouda Malachi précise que les vaccinations de routine ainsi initiées auprès des populations visent à stopper net la propagation de certaines pathologies contagieuses et qui peuvent être évitables à travers la vaccination. Il n'y a aucun doute que la vaccination a été le principal outil qui a fait reculer dans le continent africain et dans notre berceau, le Cameroun en particulier, les maladies telles que le tétanos néonatal, la tuberculose, la rougeole, les diarrhées causées par le rotavirus, les méningites cérébro-spinales foudroyantes et plus récemment, le virus polio sauvage. Les vaccins acquis par le Cameroun contre le poliovirus sauvage et le cancer du col de l'utérus ne sauraient donc être nocifs pour les populations camerounaises car ayant bénéficié de tous les tests nécessaires préalables pour leur utilisation. Les risques de non-vaccination contre la poliomyélite sont réels, tant pour nos enfants que pour nous-mêmes. Pour l'enfant, la paralysie à vie ou le décès s'il contacte la poliomyélite. Pour le parent, c'est la culpabilité à vie d'avoir contribué à rendre son enfant infirme à cause des rumeurs non fondées alors qu'il aurait pu être vacciné. Chers parents, faisons confiance aux équipes de vaccination et faisons vacciner nos enfants pour renforcer leur immunité contre les maladies évitables par la vaccination. Nul n'a le droit, au nom d'une quelconque manipulation des réseaux sociaux, d'exposer son enfant, un vaillant enfant de la République. Au regard de ces explications, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, invite donc les parents des régions concernées et ayant des enfants de l'âge requis pour les dites campagnes de vaccination à les faire vacciner sans autre forme de procès pour les protéger efficacement contre ces pathologies. Il y va de leur santé. Et le ministre des Sports, le professeur Nassis Mouelekombi, a visité plusieurs stades de la capitale économique, Douala. Il assiste aussi au démantèlement du dispositif sanitaire installé dans ce stade dans le cadre de la riposte à la pandémie coronavirus. Un démantèlement qui précède les préparatifs du championnat d'Afrique des Nations organisé par le Cameroun dès le mois de janvier 2021. Les précisions de Zobel Aponini Mbon. Fini la querelle autour du démantèlement du dispositif sanitaire de prise en charge des malades du Covid-19 déployé dans les stades d'entraînement retenus pour le championnat d'Afrique des Nations 2021. Le stade Mbappé Lepiche de Douala, faisant partie des 3 stades réquisitionnés par le ministère de la Santé publique, a été libéré ce jeudi 15 octobre 2020. Le démantèlement a été engagé, mais dans la perspective de solutions qui puissent permettre de rendre cette infrastructure sportive disponible. L'État a pris ses responsabilités, l'État mettra les moyens nécessaires à disposition pour que le stade de Mbappé-Lépé puisse retrouver sa fonctionnalité à l'horizon du CHAN.
Toujours en sport, on s'intéresse cette fois-ci à un Camerounais qui évolue dans les clubs à l'étranger. Il s'agit de Maxime Choupo-Moting qui s'illustre par sa prestation lors de sa titularisation pour le compte du premier tour, retour de la Coupe d'Allemagne où il a inscrit un doublé. Les précisions de Zobel Aponiniambo. C'est une entrée à matière. Réussi pour l'ancien sociétaire du Paris Saint-Germain. À peine arrivé au Bayern de Munich, Eric Maxime Choupo-Moting a déjà affiché ses ambitions, celle de ne pas jouer les seconds rôles, mais être le véritable patron de la ligne d'attaque des Bavarois. Face à Duren jeudi dernier, le capitaine des Lions indomptables du Cameroun a fait trembler les filets à 2 reprises. D'abord à la 24e minute de jeu sur un tacle glissé, après une passe lumineuse en profondeur délivrée par le Sénégalais Bounassar, lui aussi nouvellement arrivé en club en provenance de l'Olympique de Marseille. À la 75e minute de jeu, Eric Maxime Choupo-Moting inscrit son deuxième but après avoir fait passer en revue toute la défense de Duren. Le Bayern s'impose 3-0 et Eric Maxime Choupo-Moting est élu homme du match. Bon début pour le Camerounais qui a profité de l'absence de Robert Lewandowski, mis au repos par l'entraîneur Hansi Flick pour se démarquer et relancer le débat de la concurrence entre le Polonais et lui. International dans ce journal. Et à l'international, en Guinée, campagne des élections sous tension, comme le précisent nos reporters de France 24. La campagne électorale a débuté de manière très timide avant de s'accélérer ces derniers jours. Le président sortant Alpha Condé, qui s'adressait par visioconférence à ses électeurs depuis Conakry, a en effet entamé une tournée surprise dimanche à l'intérieur du pays. Son principal opposant, Cellou Dalein Diallo, est lui rentré à Conakry, la capitale, jeudi soir après une tournée en région. Il avait dû rebrousser chemin devant les barricades des militants du parti au pouvoir à l'entrée de Cancan, considéré comme fief électoral d'Alpha Condé. À Mamou et à Dalaba, localité favorable à Cellou Dalein Diallo, le cortège du Premier ministre, directeur de campagne d'Alpha Condé, avait aussi été caillassé par des jeunes fin septembre. C'est la 3e fois que les deux hommes s'affrontent lors d'une présidentielle. À leur côté, 10 autres candidats, dont 2 femmes, ont également mené campagne. Le scrutin de dimanche voit la 3e candidature consécutive d'Alpha Condé. Ses opposants l'accusent de mener un coup d'État constitutionnel. Ses partisans assurent que l'adoption d'une nouvelle constitution en mars dernier a remis les compteurs à zéro. Et aux États-Unis, à quelques semaines de l'élection présidentielle dans ce pays, on annonce une confrontation entre Joe Biden et Donald Trump qui se fera à distance. Une fois de plus, France 24. Un affrontement inédit depuis 2 villes et 2 médias différents. À 19 jours de l'échéance électorale, impossible pour les électeurs de suivre les 2 interventions diffusées en même temps, mais le contraste entre les candidats a été clairement affiché. Alors que l'essentiel des questions tournait autour de la gestion de la crise sanitaire, c'est un Joe Biden très calme qui est arrivé masqué sur le plateau d'ABC depuis la Pennsylvanie. Depuis le début de l'épidémie, le candidat démocrate a fait du respect des gestes barrières un point central de sa campagne, contrairement à Donald Trump. Nous représentons 4% de la population mondiale et nous avons 20% des décès dans le monde. Nous sommes dans une situation où nous avons plus de 210 000 morts. Et que fait-il? Rien. Il ne porte toujours pas de masque et ainsi de suite. Simultanément à des milliers de kilomètres de son adversaire depuis Miami, Donald Trump, bien plus nerveux que son rival, a tenté de se défendre face aux critiques. Je n'ai rien contre les masques. Je dis aux gens d'en porter, mais l'autre jour, j'ai lu que 85% des personnes qui portent le masque contractent le virus. Il ne disait pas cela, j'ai lu cet article. C'est ce que j'ai entendu et vu. Et peu importe, tout le monde se fait tester. Ce que je sais aussi, c'est que je suis président, je dois rencontrer les gens, je ne peux pas rester dans une cave ou une chambre, je dois sortir. La Floride et la Pennsylvanie font partie des États clés de la présidentielle et avaient été remportés par le milliardaire en 2016. Mais selon les derniers sondages, Joe Biden dispose d'une avance confortable dans plusieurs de ces États qui sont stratégiques pour la victoire le 3 novembre prochain.
Et c'est avec cette information que nous reformons ce journal télévisé sur votre chaîne de télévision. Retrouvez l'actualité ce samedi à 13h pour le journal de la mi-journée à 19h45, le grand format d'édition de l'information. Je vous souhaite de passer d'excellents moments, un très bon week-end à la suite de nos programmes. Au revoir à tous.